Merci, cher Laurent. Merci au service interministériel des Archives de France et à la mission du centenaire de me proposer d'intervenir. Laurent Vessière me bombarde représentant des services d'archives départementales. C'est une imposture. Je vais vous présenter un cas particulier à travers les archives départementales des Alpes-Maritimes, même si je suis prêt à répondre aux questions qui portent de manière plus générale sur les enjeux, les difficultés, les espoirs, comme l'a dit Laurent Vessière, qui sont ceux des services d'archives départementales. Le cas pratique que je vais aborder est né d'un projet de partenariat entre services d'archives publiques permettant de faire connaître, valoriser des ressources qui jusqu'à présent étaient peu connues et peu exploitées. Merci, cher Laurent. Oui, ok, ça marche. Merci, chers collègues. Le vôtre marche, merci. Merci, cher Laurent. Merci au service interministériel des Archives de France et à la mission du centenaire de me proposer d'intervenir. Laurent Vessière me bombarde représentant des services d'archives départementales. C'est une imposture. Je vais vous présenter un cas particulier à travers les archives départementales des Alpes-Maritimes, même si je suis prêt à répondre aux questions qui portent de manière plus générale sur les enjeux, les difficultés, les espoirs, comme l'a dit Laurent Vessière, qui sont ceux des services d'archives départementales. Le cas pratique que je vais aborder est né d'un projet de partenariat entre services d'archives publiques permettant de faire connaître, valoriser des ressources qui jusqu'à présent étaient peu connues et peu exploitées. Il s'agit, comme vous le voyez ici, des registres des hôpitaux temporaires des Alpes-Maritimes. Alors j'ai choisi de vous présenter ce qui ne figure jamais sur un registre. Évidemment, c'est une photographie. Le directeur des Archives de France a dit que les photographies étaient des archives. Oui, en effet. Et c'est ce que vous ne verrez bien sûr jamais sur un registre temporaire des hôpitaux temporaires des Alpes-Maritimes comme ceux des autres hôpitaux. Mais là, c'est la caricature, à travers ce blessé anglais à Roquebrune-Cap-Martin en 1915, c'est la caricature avec un ensemble qu'on peut imaginer climatiquement souriant, un peu de soleil, un blessé lui-même souriant, anglais, un petit chien sur qui sourit aussi. Merci, chers collègues et voisines. Bref, nous sommes dans l'image d'Épinal de ce qu'est l'hospitalisation dans les Alpes-Maritimes pendant la Grande Guerre. Et pour autant, et je vais maintenant entrer dans le vif du sujet, bien naturellement, l'hospitalisation n'a pas grand-chose de souriant, y compris dans les Alpes-Maritimes. Et j'aurai l'occasion, à travers, je l'espère en tout cas, à travers ma présentation, à la fois d'aborder le global à travers des stratégies de développement, mais aussi de spécialisation d'hôpitaux, et d'autre part, le plus particulier, menant jusqu'à la recherche individuelle, nominative, permettant de retracer le parcours de poilus. Ma présentation est sous le contrôle vigilant de Laurent Vessière en 3 points. D'abord l'origine du projet, ensuite les points de vigilance qui se sont présentés à nous, un peu à l'expérience. Certains avaient été prévus, d'autres ont été identifiés au cours du projet. Et enfin les perspectives de recherche, qu'elles soient celles et j'espère ne froisser personne, de professionnels de la recherche ou au contraire de vous et moi en tant que simples amateurs, particuliers, quelquefois tout à fait avertis. Le début de l'opération, c'est d'abord un constat. Une contrainte en termes de recherche sur la Première Guerre mondiale. Le département des Alpes-Maritimes est un département qui est à l'arrière, très très à l'arrière du front, que l'on soit sur le front d'Orient ou que l'on soit sur le front du Nord et de l'Est. Une évidence, c'est que des fonds, j'espère que je pourrai remettre mon PowerPoint ultérieurement, ce qui évitera peut-être de commenter tous les éléments que j'ai notés. Je me tourne vers Laurent Vessière, il pourra être diffusé, parfait. Il n'y a pas de droit d'auteur, c'est Creative Commons. Donc des fonds publics qui avaient déjà été largement labourés par les chercheurs, fonds de la préfecture, fonds du ministère de la Guerre pour le recrutement militaire, en particulier la sous-série 1R.
et également des sources imprimées à travers la presse, et deux titres principaux, l'éclaireur de Nice et d'autre part le Petit Niçois. Alors, ces fonds ayant été déjà très largement explorés par les chercheurs, la question s'est posée en 2014, qui est celle qui se pose lors de cette table ronde. Que reste-t-il à faire? Quoi de neuf? Eh bien, les archives départementales se sont interrogées sur ce qui revêtait peut-être une spécificité par rapport à l'histoire du département en lien avec la Première Guerre mondiale. Premier constat, une capacité d'accueil exceptionnelle. Ce n'est pas très original. Nous avons été très... c'est le fruit d'une mûre réflexion pour se dire que la capacité hôtelière dans les Alpes-Maritimes étant élevée, il y avait vraisemblablement un impact fort de l'hospitalisation des poilus pendant la Première Guerre mondiale. Deuxième élément, on y trouve un développement particulièrement prononcé des trois catégories d'hôpitaux ordinaires, que sont les hôpitaux complémentaires, gérés en direct par l'autorité militaire, les hôpitaux auxiliaires qui, par convention entre le ministère de la Guerre et la Croix-Rouge française, sont gérés par les trois filiales de la Croix-Rouge, que sont la Société de secours aux blessés militaires, l'Union des femmes de France et l'Association des femmes françaises. Et puis, troisième volet, alors, il faudrait voir si statistiquement il y a une originalité là-dessus dans les Alpes-Maritimes par rapport aux autres départements français, mais un nombre élevé de bâtiments publics pour certains, je pense à des bâtiments communaux, qui sont transformés en hôpitaux de manière bénévole, comme vous le voyez dans le troisième volet, et d'autre part de propriétés importantes, villas plus ou moins étendues, de particuliers, qui sont mises à disposition de l'autorité militaire pour l'hospitalisation des poilus. Donc un nombre élevé de bâtiments auxquels vient se joindre, alors là, plus que d'un nombre plus élevé que dans le reste de la France, un nombre important de bâtiments de l'assistance pour les convalescents militaires. Ceux qui vont donc quitter les hôpitaux et qui ne peuvent pas rejoindre ni le front, ni leur famille, le cas échéant, ni leur dépôt. On estime dans les Alpes-Maritimes à 120 le nombre des hôpitaux qui, tout au long du conflit, ou de manière plus isolés, avec une durée de vie un peu limitée, ont existé dans le département des Alpes-Maritimes. Je dis on estime parce que je suis bien incapable, en 2017, de vous dire, mais oui, bien entendu, il y avait 120 hôpitaux dans les Alpes-Maritimes. C'est une des complexités de l'opération qui a été menée. Deuxième élément, vraisemblablement, d'après les premières estimations que l'on a faites aux archives départementales, d'après les registres que je vais présenter, de 50 000 à 80 000 poilus y ont été hospitalisés, de toute provenance. On va y revenir. Dans un premier temps, les poilus viennent essentiellement des fronts du Nord et de l'Est, et à partir de la fin de l'année 1915, ils viennent plus majoritairement du front d'Orient. D'après les premières statistiques, je n'entre pas dans le détail, qui ont été commencées pour les hôpitaux dans les villes d'Antibes, de Beaulieu et de Cannes, on est déjà, pour ces trois grandes villes-là, on est déjà à quasiment 45 000 poilus qui ont été hospitalisés. Je ne tiens donc pas compte à cette heure de Nice, je ne tiens pas compte de Menton, je ne tiens pas compte de Grasse et d'autres communes à la capacité plus limitée comme Vence ou comme Villefranche-sur-Mer. L'objectif du département des Alpes-Maritimes, et c'est un choix politique, a été de dire, faisons en sorte qu'il y ait un accès le plus large possible, d'une part en salle de lecture, car là, il n'y a pas de contrainte juridique, on va y revenir dans quelques instants, et si possible, puisque ça a été abordé par les deux directeurs, en ligne, à la fois pour les images de ces registres des hôpitaux temporaires, et d'autre part, des indexations qui sont en cours d'élaboration aux archives départementales. Ce travail s'est fait en partenariat entre le département des Alpes-Maritimes, que je représente aujourd'hui, et d'autre part, le ministère de la Défense, à travers le directeur central des services de santé des armées, et d'autre part, le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives. L'opération, qui est toujours en cours, puisque vous voyez qu'elle continue en avril 2017, a commencé en juillet 2016 et prendra fin, pour la partie numérisation, en avril 2017. Au total, 277 registres, dont 5 registres portent sur des hôpitaux temporaires installés à Monte-Carlo, mais qui étaient sous l'autorité militaire du service de santé des armées de Marseille, 15e région, qui a amené à la production de 26 934 fichiers, vus en réalité.
vues, c'est-à-dire page de gauche, page de droite pour les registres. Ce qui fait qu'en réalité, si on parle en nombre de pages, c'est le double qui a été réalisé. Parlons de choses pratiques et tout à fait désagréables en cette période de rareté de l'argent public. Tout ça, ça se valorise. Quel est le coût estimé de l'opération? 1. Prendre en charge les registres qui sont propriété du ministère de la Défense. Dans leur état de conservation, c'est intervenir, certes, quelquefois de manière modeste, mais tout de même, en termes de restauration, avant d'opérer la numérisation. Deux équivalents temps plein pendant 3 mois, valorisés 20 000 euros. Je reviendrai sur la notion de priorité de service pour expliquer comment ça se valorise. Deuxième volet, l'indexation. À partir de ces images-là, 3 équivalents temps plein, pendant 2 ans, valorisation 90 000 euros, priorité de service, et puis l'acquisition de mobilier, 8 caisses inifugées pour faire l'aller-retour entre la belle ville de Limoges où sont conservés les documents et d'autre part Nice. Ça a un coût. Et d'autre part, une caméra de prise de vue numérique. Ces éléments-là faisant l'objet d'une réutilisation au-delà de l'opération des hôpitaux temporaires de la Première Guerre mondiale. Au total, 180 000 euros, dont 110 000 euros en ETP et 70 000 euros en équipement. En réalité, les 110 000 euros en ETP ont été prélevés sur le fonctionnement des archives départementales. Il n'y a eu aucune création de poste, mais c'est un choix politique de la collectivité, d'après un projet qui a été proposé par les archives départementales, de dire oui, l'accent portera sur ça. Tout le monde ne prend pas forcément cette décision-là. Pas de création de poste, mais la possibilité néanmoins de se lancer dans l'opération. Et puis, sur ce qui relève des équipements, eh bien, comme je l'ai indiqué, réutilisation bien sûr de la caméra de prise de vue numérique. Aujourd'hui, elle ne sert plus à la numérisation des registres des hôpitaux temporaires, elle sert à d'autres opérations. Donc elle a une vie au-delà de la mission centenaire et du projet en cours, et d'autre part, les caisses inifugées pour le transport des documents. Reste un poste que je n'ai pas abordé et qui a été soulevé à la fois par M. Lemoine et M. Zimet et par Laurent Vessière dans son rapport. Quid de la mise en ligne, le moment venu? Pour l'instant, rien dans les Alpes-Maritimes. Rien jusqu'à ce qu'on nous donne le feu vert du côté de la CNIL. Et dans cette hypothèse-là, quel est le choix de la collectivité en termes de diffusion? Nous aurons le temps de le voir le moment venu. En tout cas, nous nous y préparons. 2 cas de figure un peu emblématiques des hôpitaux temporaires dans les Alpes-Maritimes. 2 hôpitaux réquisitionnés et qui sont bien connus à travers le monde entier. À la fois, vous voyez à gauche l'hôtel Carlton à Cannes en 1910 et vous voyez le Negresco à Nice dans les années 1920 avec une vue aérienne. Ça, c'est le côté bling-bling bien connu des Alpes-Maritimes, mais néanmoins qui a fait l'objet de réquisitions pendant la Première Guerre mondiale pour l'hospitalisation des poilus. Et l'on découvre quelquefois que des personnes de conditions modestes ont effectivement été hospitalisées et soignées dans cet environnement-là. Les typologies de documents qui sont conservés au ministère de la Défense, à Limoges, et qui font l'objet ou qui ont fait l'objet d'une numérisation sont les suivants. D'une part, registre des entrées, classique pour des hôpitaux. Là, je vous donne l'exemple à travers l'hôpital auxiliaire numéro 222 de l'hôpital de l'Entente cordiale à Menton, de Sarantis Mavropoulos, né à Constantinople. On évoquait le cas aussi des personnes d'origine étrangère. Premier régiment de marche d'Afrique. L'information portant sur lui, c'est qu'il est blessé de la manière suivante, sait-on, de la partie antérieure du bras gauche. Alors, si dans cette noble assemblée, il y a des affranchis du Vidal, tant mieux pour eux, mais moi j'ai appris à découvrir quelques termes, comme par exemple sait-on. Qu'est-ce qu'une blessure en sait-on? Bon, je l'ignorais jusqu'à présent. Et j'apprends à découvrir avec mes collaborateurs ce que sont aussi les affections dont souffrent ou dont ont pu souffrir les poilus pendant la Première Guerre mondiale. Deuxième type de registre, plus classique, les registres de décès. Vous êtes décédé dans l'hôpital temporaire. Vous êtes consigné, vous avez là un registre qui a été très largement occulté par mes collaborateurs. Ce n'est pas l'original que vous avez sous les yeux, c'est simplement des mentions qui me permettent de m'affranchir de toutes les contraintes imposées de manière tout à fait légitime par ailleurs par la CNIL. Vous avez aussi des registres de la statistique médicale où, à partir du registre des entrées, on va donner un coup de projecteur sur l'affection portant sur l'individu. C'est la colonne centrale, je pense qu'on peut le voir, voilà, ici, où vous avez là des poilus atteints de paludisme qui viennent de l'armée d'Orient.
où c'est par grande catégorie d'affection que seront classés, enregistrés les poilus qui sont hospitalisés. Dernière typologie rencontrée, la moins fréquente, mais la plus intéressante en termes de traitement, à la fois sur le volet chirurgical et sur le volet des soins plus généralement, les registres d'observation, avec des feuilles d'observation extrêmement complètes sur les soins apportés, le diagnostic d'abord médical et les soins apportés aux poilus, et d'autre part des représentations avec une feuille calque que vous avez ici, d'après les radiographies réalisées. La chronologie du projet est la suivante. Été 2014, déplacement des archives départementales au SAMA, service des archives médicales et hospitalières des armées, à Limoges. Consultation des registres et définition du périmètre, du nombre de registres et de leur intérêt. L'année suivante, 2015, préparation d'une convention de prêt pour numérisation et réutilisation des images entre le conseil départemental, le département des Alpes-Maritimes et le ministère de la Défense. Je veux remercier à la fois Laurent Vessière, ici, qui a servi d'entremetteur, et d'autre part, mais en tout bien tout honneur, dans cette opération, et d'autre part, le SHD, merci chère madame, parce que sans une écoute attentive de part et d'autre, nous ne serions pas arrivés à, en bonne intelligence, une jolie petite convention qui satisfasse toutes les parties sous l'œil, non pas inquisiteur, mais bienveillant et précieux du service interministériel des Archives de France, pour s'assurer que la convention pourrait être réutilisée, le cas échéant, si d'autres départements étaient intéressés par la démarche qui était engagée en particulier. Juillet 2016, signature de la convention, premier prêt de lot de documents, il y a eu 2 lots en réalité, le dernier va être restitué prochainement. Préparation d'une demande d'autorisation de mise en ligne des images et des données saisies à la CNIL. Nous en sommes encore au stade de la préparation. J'enlève tous les espoirs que pourrait faire naître mon propos. En tout cas, pas pour l'instant. Les opérations de restauration légère et de numérisation. Et le début des chantiers de dépouillement, indexation des premiers registres. Novembre 2016, restitution du premier lot d'archives prêtées par le SAMA au SAMA lui-même. Avril 2017, nous allons rendre les derniers registres prêtés qui ont fait l'objet d'une numérisation. Et puis la dernière étape, c'est le point d'interrogation, c'est le moment où, avec le conseil avisé du service interministériel des Archives de France, nous obtiendrons, je l'espère, et avec son concours, l'autorisation de la CNIL pour diffuser les images et, je l'espère, simultanément proposer la mise en ligne de l'indexation, permettant une recherche en particulier nominative individuelle. Les points de vigilance de l'opération sont, d'une part, reprenons les choses de manière très concrète. Tous les registres ne sont pas dans un très bon état de conservation. Vous avez là le cas du registre de l'hôtel Terminus à Nice, qui n'a jamais si bien porté son nom, pas seulement l'hôtel, mais aussi le registre lui-même, qui est quasiment au stade final de conservation en termes de pulvérulence. Il a été atteint par des dégâts des eaux, à l'évidence, et sa manipulation était quasiment, avant traitement par mes collaborateurs, en termes de restauration, était quasiment impossible. C'est du temps. C'est du temps pour permettre de préserver un patrimoine qui permettra d'engager derrière l'opération de numérisation. Autre point de vigilance sur lequel je ne m'étendrai pas trop, c'est celui de la limite juridique. Encore une fois, autorisation que j'espère nous obtiendrons de la CNIL pour, la mise en ligne, au-delà de la salle de lecture que j'ai indiqué tout à l'heure, la mise en ligne des images avec une indexation simple, comme vous le voyez, la ville, l'hôpital dans la ville, la typologie du registre, est-ce que l'on est dans les décès, est-ce que l'on est dans les entrées, est-ce que l'on est dans les observations médicales, dans la statistique médicale, et enfin les dates extrêmes. Et par contre, il est plus intéressant pour tout un chacun d'avoir accès à une indexation, elle, beaucoup plus complète, je vous la livre derrière moi, je ne la commenterai pas, mais qui permet, avec comme angle d'approche, les registres des entrées, d'avoir une traçabilité très fine de tous les poilus qui ont été accueillis dans les hôpitaux temporaires, quelle que soit leur catégorie, des Alpes-Maritimes pendant la Grande Guerre. Point de vigilance supplémentaire, c'est ce que vous rencontrez, ce que nous rencontrons tous en termes de dépouillement et d'indexation. Comment lire correctement des écritures qui, pour certaines, sont techniquement un peu pâles, qui quelquefois sont complexes à lire parce que la rédaction a été faite de manière un peu rapide ou le scribe est malhabile. Ce sont des choses qui arrivent.
Il y a un exemple ici. Là, je vous donne un autre exemple s'agissant de tirailleurs sénégalais. Le premier s'appelle Sidibé ou Sidike. A priori Sidike, c'est possible, mais on pourrait démultiplier les exemples. Autant de cas de figure, autant de difficultés d'indexation. Point de vigilance complémentaire. Là, je ne vous donnerai pas tout le détail, en l'occurrence, de ce poilu entré à l'hôpital temporaire du Fort Carré à Antibes, mais simplement pour vous indiquer, dans la dernière ligne droite, sa commune de provenance. Autrement dit, la personne à prévenir en cas en particulier de décès, ou en tout cas pour lui signaler que son frère, son père, son fils est hospitalisé à Antibes. La commune indiquée par le scribe est, je cite, et je l'ai relu à plusieurs reprises pour m'assurer de ne pas dire une bêtise, Enonien Luétard. Bon, puisqu'il y a des personnes qui sont connectées dans cette salle, je vous invite à chercher la commune de Enonien Luétard, dans le Pas-de-Calais. Alors ça, premier indice, amis téléspectateurs. Si vous cherchez attentivement, la commune a évolué dans le temps. Il s'agit aujourd'hui d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, en étant passé par Hénin-Liétard, entre les deux. Bien. Pour les affranchis, tant mieux. Pour les autres, c'est raté. Autre piste de recherche intéressante, le parcours des blessés et des malades. Laurent Vessière, de manière très élégante, me signale que je dépasse plus que de mesure mon temps de parole, donc je vais accélérer, simplement pour attirer l'attention sur la dernière colonne des registres des entrées. Oui, Laurent, tu as été élégant. Je te remercie. Sur la dernière colonne qui permet de savoir, à partir du registre des entrées, où le poilu a été évacué. En haut à droite, vous avez l'hôpital complémentaire numéro 2 à Antibes. Mais vous avez également, pour ceux qui sont sortis guéris, le retour à la gare régulatrice, en l'occurrence ici de Conentre, dans la Marne. Autre piste de recherche possible d'après ces mêmes registres, le statut des hôpitaux. Dans un premier temps, les hôpitaux sont municipalisés. L'autorité militaire dit, hop, vous avez les clés en main, réquisitionnez-moi tout ça. Et puis en 1915, on va remilitariser les hôpitaux. L'autorité militaire reprend la main sur la gestion complète des hôpitaux. Là, vous avez le cas de figure pour la commune de Grasse, où dans la colonne que vous voyez ici, l'avant-dernière colonne, vous avez Visitation, ici, qui est un des hôpitaux de Grasse, et vous avez, si je ne m'abuse, Grand Hôtel, en bas. C'est tout simplement que la ville de Grasse a utilisé un seul registre pour tous les hôpitaux dont elle avait la responsabilité. Il n'y a donc pas un registre par hôpital, mais un registre unique pour tous les hôpitaux. Il y en avait 6 au total à Grasse. Dernière piste de recherche, parce que ça a été dit à la fois par le directeur général, par le directeur des Archives de France, les soldats étrangers qui, en nombre, sont accueillis sur la Côte d'Azur. Des Belges, je n'entre pas dans le détail, en l'occurrence ici au Winter Palace à Cannes, des Serbes, à Cannes, Winter Palace, là encore. Et puis je ne résiste pas au plaisir, puisqu'on a rappelé le centenaire de l'entrée en guerre des Américains à nos côtés, des premiers blessés américains accueillis à l'hôpital américain de Nice en juin 1918. Accessoirement, notez qu'il n'est pas forcément très difficile de comprendre ou d'interpréter la chose, mais pour le deuxième blessé américain, ici même, il vient, c'est l'officier gestionnaire qui l'indique, il vient de Dallas. Formidable, on a très bien imaginé que c'était aux États-Unis, au Texas. T-E-U-X-A-S. Pas très difficile de pouvoir corriger. Mais ce genre d'erreur ou d'obstacle se démultiplie dans tous les registres que l'on a rencontrés. Dernier cas de figure pour les recherches, les bâtiments de l'assistance aux convalescents militaires que j'ai abordés, c'est l'évacuation sur place dans les Alpes-Maritimes, des personnes hospitalisées qui ne peuvent pas rester dans les hôpitaux et qui, pour leur convalescence, vont être accueillies dans ces villas. Je termine simplement sur ce volet-là. Enfin, et en conclusion, Laurent, je vois que tu respires et tu es plus à l'aise. Je ne peux que vous inviter, dans un premier temps, aux archives départementales des Alpes-Maritimes pour prendre connaissance de ce détail-là, sachant que, je rappelle, fourchette vraisemblablement basse de 50 000 à 80 000 poilus y ont été hospitalisés. Je parlais des Alpes-Maritimes. Et je l'espère pour vous comme pour nous, car nous avons intérêt à partager cette information, et ces informations à en prendre connaissance en ligne,
pour, en tout cas, ces registres prêtés par le ministère de la Défense aux archives départementales. Je vous remercie.